Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie pour un nouveau débat de questions d'actu. Alors, la crise politique qui secoue le pays depuis maintenant plus de 3 mois n'a que trop duré, car au problème politique d'ordre constitutionnel et juridique, il ne faut pas omettre les difficultés économiques qui jouent sur un registre plus discret, du moins pour le moment. Alors, en matière de chiffres, il faut bien retenir ceux du déficit budgétaire, des réserves de change et notamment ceux de l'inflation. Alors, comment faire pour faire face aux difficultés qui s'annoncent? C'est des questions et bien d'autres auxquelles nous essaierons d'apporter des réponses, notamment avec nos invités ce soir. Il s'agit sans plus tarder du docteur Mohamed Hamidouche. Vous êtes enseignant en économie, expert également. Merci d'être avec nous ce soir. L'invitation. À vos côtés, professeur Mohamed Cherif Belmihoub, vous êtes professeur d'économie. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Et également avec nous, professeur Youssef Ben Abdallah. Vous êtes professeur d'économie également. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Alors avant d'entamer notre débat qui sera économique, je vous invite à suivre ce compte-rendu. Il est signé Abdelhalim Yaïch et on revient juste après. Compte tenu du contexte socio-politique particulièrement délicat que connaît l'Algérie ces derniers mois, la situation économique affiche de son côté des perspectives peu reluisantes à court et moyen terme. Avec un taux de croissance prévu par la Banque mondiale à moins de 2% pour 2019 et une baisse significative des recettes pétrolières conjuguée à un important repli des réserves de change, le déficit budgétaire devrait atteindre 8,5% du PIB en 2019. Les importations ayant atteint un peu plus de 15 milliards de dollars pour les 4 premiers mois de 2019 et les exportations près de 13 milliards de dollars, composées essentiellement d'hydrocarbures, la balance commerciale affiche un déficit de près de 2 milliards de dollars. Des chiffres qui traduisent l'urgence des mesures à prendre pour redresser la barre alors que l'Algérie comble actuellement son déficit budgétaire et finance ses investissements publics grâce au financement non conventionnel. Un financement qu'il s'agit de rembourser dans les 3 prochaines années pour éviter une hyperinflation. Les solutions le plus souvent évoquées sont l'assainissement du climat des affaires pour attirer les investissements directs étrangers et créer des conditions qui puissent favoriser les activités productives, lutter contre la corruption et combattre le gaspillage. Pourtant, toutes ces mesures et ces réformes devraient prendre du temps et la conjoncture socio-politique actuelle est pour le moment loin de favoriser la mise en œuvre des assainissements de la sphère économique. De même, certains observateurs soutiennent l'importance et l'urgence d'instaurer un débat national sur la pertinence de réévaluer la politique nationale des transferts sociaux et des mécanismes de solidarité nationale. La croissance démographique relativement importante est un autre facteur à prendre en considération, sachant que la population s'accroît de près d'1 million d'individus par an, ce qui impose d'appliquer un nouveau modèle de développement économique qui prenne davantage en considération l'implication du facteur humain dans les prochaines années. Le défi du développement économique en Algérie se pose avec acuité, à l'heure où la population algérienne souhaite plus que jamais prendre son destin en main. Les choix à faire dans ce domaine seront déterminants et témoigneront de la volonté de tout un peuple de trouver une nouvelle voie, celle d'un développement économique basé non plus uniquement sur les matières premières, mais aussi et surtout sur le travail, la compétence et le mérite. Alors, je commencerai avec vous, professeur Ben Abdallah. Alors, quand on parle de la crise qui secoue donc l'Algérie depuis maintenant plus de 3 mois, on a tendance à la dissocier de sa dimension économique. D'après vous, pourquoi? Avant de répondre à votre question, je souhaiterais mais quand même apporter une petite réflexion sur un peu ce concept de crise qu'on utilise, qui serait né il y a 3 mois. Moi, je voudrais dire que ce qui se passe en Algérie depuis 3 mois est le produit d'une crise permanente qui dure depuis 50, 60 ans, qui ne nous a jamais quittés. Plus conceptuellement parlant, je pense que la crise est un mot, est un concept complètement inadapté pour le cas algérien. Nous avons vécu dans un système au rythme et aux aléas de la rente pétrolière. La rente pétrolière a agi comme une magie qui a équilibré les comptes par des valeurs nominales importées qui sont le fruit du hasard
Et on s'est fait une idée, on a fait un discours, on a dit qu'on était les meilleurs gestionnaires, on a été plus rationnel que rationnel, on a été plus économiste que les économistes, on a été plus. Aujourd'hui, la preuve est donnée, il en reste rien. Il en reste rien. Je vous donne juste un chiffre. Il y a encore 5 ans, on faisait 20 milliards d'excédent. Aujourd'hui, on fait 20 milliards de déficit. Il ne faudrait pas parler de déficit, il faut parler de l'amplitude. L'amplitude est de 40. On passe de plus 20 à moins 20. Cela permet de mesurer la vulnérabilité. La vulnérabilité et l'exposition aux aléas du hasard. Ce hasard, bien sûr, vous avez compris, je parle des prix des hydrocarbures. Je parle du marché mondial, etc. Et essentiellement du prix du pétrole. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un vrai sujet, c'est la transition. Bien sûr, la transition, il y a deux côtés. Il y a une transition politique. Les politiciens, ce qui se passe dans la rue, les mouvements, les associations s'en occupent. Mais vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, dans les débats, la question économique, mais qui attend, qui est pendante, qui est là, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Moi, je suis économiste. Je souhaiterais pas pour faire de l'académisme pur ou pour faire un exercice, etc. Je pense qu'il y a une question économique extrêmement sérieuse qui attend les Algériens dans un court et moyen terme. Vous voulez dire que peut-être que les médias ne donnent pas assez d'importance à cette problématique économique, oui, parce et qu'on la relègue au second degré? Oui, parce qu'aujourd'hui, l'échéance est politique d'abord, il faut le reconnaître. L'échéance est politique et donc c'est tout à fait normal que l'échéance politique reçoive un intérêt. Jamais on a vécu quelque chose mais comme ça en Algérie. Et donc effectivement c'est quelque chose qui émerge comme un sujet dominant, comme une problématique, un défi majeur, etc. Mais n'empêche que dans les prochaines années, quand on aura une issue, quelle que soit cette issue, je précisais bien, quelle que soit cette issue, le problème économique, lui, il sera le même. Et on va devoir, et j'espère qu'on discutera durant cette séance de ça, nous devons nous préparer à une sévère austérité. Le problème aujourd'hui, c'est comment se préparer à la gérer pour qu'elle ne gênerait pas éventuellement, je dis bien, les acquis politiques. Les acquis politiques. Et il va falloir en discuter très très sérieusement et développer une pédagogie en la matière. Alors je vous pose la même question, professeur Belmihoub, sur le fait de faire une dichotomie entre la dimension économique et politique dans la gestion de cette crise. Oui, effectivement, la question mérite d'être posée. On ne peut pas faire de l'économie politique sans la politique. Parce que ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est de l'économie politique. Le problème, ce n'est pas de l'analyse économique. Et par conséquent, la relation est étroite et directe entre les deux. La différence qui se pose, c'est en termes de temps. Il y a le temps économique qui a ses cycles et c'est logique, il y a le temps politique. Et cette synchronisation, quand il y a une crise, comme c'est le cas aujourd'hui, il y a une rupture entre les deux, une séparation. Et cette séparation, plus elle dure, plus l'économie reçoit un coup, plus grave encore. C'est pourquoi, au départ de ce mouvement populaire, que nous avons tous applaudi, parce qu'il était porteur d'espoir. Et effectivement, on a voulu dire que priorité aux politiques. Et on pensait que les choses allaient dans le bon sens et qu'on règle la question politique pour prendre en charge la question économique. Il se trouve qu'aujourd'hui, après 3 mois et demi, nous sommes toujours dans une impasse politique, celle-là. Et par conséquent, elle affecte
directement l'économique et aujourd'hui on commence à le ressentir. Toutefois, je dois préciser que la dégradation de la situation économique n'est pas de la responsabilité du mouvement populaire. Avant le 22 février, nous étions dans cette situation. Donc il ne faut pas donner la responsabilité au mouvement populaire qui est la cause de ce qui se passe aujourd'hui sur le plan économique. Pas du tout. Moi, je me rappelle avoir donné des chiffres à la veille du 22 février, qui sont les chiffres d'aujourd'hui, avec une dégradation continuelle, bien sûr, ça c'est normal. Donc aujourd'hui, après 3 mois et demi de mouvement populaire, nous pouvons dire que le temps est venu pour réfléchir à la question économique, parce que, d'une part, ce qui est une excellente chose... Mais qui doit réfléchir, justement? Je vais arriver à cette situation. D'abord, il y a le constat que je vais faire. D'abord, nous devons dire que tant mieux que les choses se passent comme aujourd'hui, comme depuis 3 mois et demi, parce qu'en temps de crise, il y a 3 coûts qui sont supportés, 3 coûts économiques. Le premier coût, c'est quand il y a des révoltes comme ça, il y a la dégradation des équipements publics, par exemple, la casse des infrastructures, des incendies. On a eu 0 à ce niveau-là. Sur ce poste, il y a eu 0, il n'y a pas de dégradation. C'est tant mieux. Deuxième conséquence, quand il y a une perturbation du fonctionnement de l'économie, par des grèves, par le dysfonctionnement du système de transport de personnes et de marchandises, nous n'avons pas eu ça. Ça, c'est très bien. Deuxième poste des coûts, 0, enfin, ou presque, il n'y a pas, en tout cas. Troisième poste, c'est celui des grèves qui pourraient être entraînées par un mouvement comme celui-là. Et certains responsables politiques ont évoqué cette situation en disant que les grèves ont coûté à l'Algérie $1 milliard, etc., etc. J'imagine où est-ce qu'on a trouvé ce genre de chiffres, comment on a fait ce calcul. Donc aujourd'hui, il y a des grèves, ici et là, qui sont dans la norme, ce sont les grèves qu'on a observées les années précédentes. Sûr, donc, sur ce plan, le coût de la révolte populaire, pratiquement 0, le coût direct. Maintenant, il y a un coût qui commence à surgir, c'est celui de la léthargie du fonctionnement de certains centres de décision, c'est-à-dire qu'on ne traite pas rapidement les dossiers de financement, on ne traite pas les problèmes administratifs d'autorisation sur les différentes autorisations. C'est-à-dire qu'il y a des comportements de certains décideurs, j'allais dire peut-être légitimes, mais en tout cas face à ce mouvement de contestation, face à ces affaires devant la justice, on a l'impression que les gens un peu sont en train de freiner un peu cette machine économique. Donc cette crise politique pèse, ne serait-ce que sur le plan macroéconomique. Oui, par des retards dans la décision, la lenteur dans le processus décisionnel, parce qu'on a peur, on ne veut pas prendre la décision tout de suite, parce qu'on réfléchit, parce que... Enfin, sur le plan psychologique, on commence à voir ces phénomènes. Et donc, aujourd'hui, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, je pense que le moment est venu pour débattre des questions économiques parallèlement aux questions politiques. Alors, débattre de la question économique, c'est un peu, je ne dis pas que c'est plus complexe ou c'est plus noble, c'est un peu plus complexe dans le sens... C'est plus chiffré, vous voulez dire. Voilà, c'est ça le problème. C'est plus concret, c'est tout. C'est plus concret, voilà, je cherche le mot. C'est aussi simple que ça. Et il ne s'agit pas de livrer des opinions. Les opinions, ce n'est pas de l'analyse. L'opinion, on la livre en discutant avec des amis, je dis voilà mon opinion. Quand on fait de l'analyse économique d'un phénomène politique comme celui-là, il faut être sérieux. Il faut poser les termes de l'équation avec beaucoup de pragmatisme. Et aujourd'hui, le débat économique doit être un débat sérieux, un débat constructif, un débat, j'allais dire, positif, dans le sens où il doit s'appuyer sur des arguments, c'est des contre-arguments, et non pas de livrer « il n'y a qu'à ». Il suffit de. Ça, ce n'est pas de l'analyse, ça, ce n'est pas du débat sérieux dans le domaine économique. Qui doit mener ce débat? Ça, c'est la grande question. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui sur le plan politique? Parce que le lien est direct pour moi, on ne peut pas séparer. Sur le plan politique, depuis 3 mois et demi, nous avons un face-à-face tous les vendredis. Je vais un peu faire une petite bifurcation dans le champ politique, mais c'est utile pour notre raisonnement, pour notre discussion. Il y a un face-à-face pouvoir
mouvement populaire. Je dis bien un face-à-face, tous les vendredis. Ce face-à-face est dangereux. Il peut durer 1 mois, 2 mois, mais avec le temps, il devient dangereux. Je pense aujourd'hui qu'il faut aller vers un dialogue. Il y a la question qui se pose, qui dialogue avec qui, etc. Mais je pense qu'il faut avoir suffisamment d'intelligence aujourd'hui. Et le pouvoir a fait une offre de dialogue, sans préciser le mode opératoire. Ça, c'est vrai. Mais justement, moi je dis que le mouvement populaire doit saisir cette offre. On veut vers le dialogue. On va commencer sans préalable, sans condition préalable. On va faire ce dialogue. Et quand on commence le dialogue, la première étape du dialogue, on doit définir les règles et le mode opératoire. Si justement il faut aller vers ce dialogue, s'il faut réunir 1000 personnes, importe peu est-ce qu'ils sont représentatifs ou pas. Il faut amorcer le processus de dialogue. Après, on discutera qui représentera qui, dans une deuxième étape. Mais là, je pense qu'il faut rompre ce face-à-face qui devient dangereux pour la nation. Et c'est un statu quo. Absolument. Là, je pense s'il y a de l'intelligence dans ce pays, je pense qu'il y en a, de part et d'autre. Il faut qu'on amorce ce processus de dialogue pour rompre ce face-à-face et crescendo, on fixe les règles, on fixe les modes opératoires et on discutera à ce moment-là des questions politiques, comment sortir de la crise, et des questions économiques. Comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, la question économique, elle est là, elle est un peu masquée, mais quand elle va sortir, elle risque d'être violente. Moi, je crains qu'aujourd'hui, le mouvement populaire est pacifique, est discipliné, mais quand demain, parce que moi, le politique donne de l'espoir. L'économique, il exige des réponses rapides. Quand demain, les gens vont sortir dans la rue pour demander à manger, la science économique est lugubre, c'est ça qu'il faut redire. Il n'y a pas d'attente, il faut régler le problème, les chômeurs, etc. Sachant qu'à la base, les revendications avant qu'elles soient politiques, elles étaient d'ordre économique, ça je dis bien, avant le 22 février, avant le Hirak. Docteur Hamidouche, alors on a parlé de l'importance de ne pas dissocier entre une vision économique et une vision politique de la crise, et professeur Belmihoub vient de mettre le doigt sur quelque chose de très important, c'est celle d'amorcer le dialogue pour apporter une réponse à la crise. Alors, pensez-vous qu'une vision économique peut débloquer la situation? Bien sûr, parce qu'il faut partir d'un constat, c'est que maintenant, vu la situation, c'est que nous avons devant nous, dans le circuit économique, donc nous avons les ménages, il ne faut pas oublier les entreprises et puis l'État. Donc, sachant que la locomotive de la croissance, c'est les dépenses de l'État. Parce que sur un PIB de 200 milliards de dollars, donc on prélève un budget qui est équivalent de la moitié du PIB, presque 100 milliards de dollars. Et puis, avec ces 100 milliards de dollars, comme vous l'avez vu dans le VTR, ils disent qu'il y a une croissance autour de 1,5%. Ça veut dire qu'on va créer une richesse de l'équivalent de 3 milliards de dollars. Alors, si on va ajouter l'inflation, ça veut dire qu'il est autour de 4%, ça veut dire qu'on est en train de consommer nos réserves. Parce que ça veut dire qu'on ne produit pas assez de richesse. Parce qu'il faut sortir du chiffre nominal et aller vers le chiffre réel. Donc, cette situation, comment il faut l'analyser? En statistique descriptive, on vous dit si vous êtes dans une situation où il y a de l'incertain, on dit incertain parce qu'on peut affecter une probabilité. Donc il y a une probabilité qu'il va y avoir une solution, 30%, 50%, etc. Donc par rapport à cette situation, on peut faire un scénario. Maintenant, si on ne peut pas affecter une probabilité, ça veut dire qu'on passe au risque. Donc la situation actuelle, lorsque je reviens à ce que ça a été dit, c'est que pour l'instant, on n'a pas de perspective. Parce qu'un changement
qui va durer. D'ailleurs, Crozy vous dit, si vous faites un changement qui dure entre 2 et 3 ans ou plus, ça veut dire que ce changement va perdre d'efficacité. Donc, au vu de cette situation, ça veut dire qu'on est passé de l'incertain au risque. Et lorsqu'on passe au risque, maintenant, le processus de décision ou le comportement de ces agents, oui. Vous voulez dire qu'on ne peut pas se permettre une transition dans le temps? C'est-à-dire, non seulement le changement, comme je vous dis, il ne va pas être efficace, et puis là, on est en train de parler par rapport à une situation, c'est-à-dire à une économie nationale, sans pour autant oublier l'international. Donc, je reviens aux 3 opérateurs, c'est-à-dire, vous avez les entrepreneurs. Bon, je vais laisser l'État à la fin. Donc, vous avez les entrepreneurs. Les entrepreneurs, vous avez comme le secteur du bâtiment, travaux publics et hydraulique, ils sont des pourvoyeurs de marchés publics. Et actuellement, il faut voir que, c'est-à-dire, il y a des travaux qui ont été effectués. Les services faits, les agents de l'État, dans de telles situations, ils ont peur de ces services faits. Donc, on se retrouve actuellement avec dans ces 3 secteurs, autour de entre 120 000 et 200 000 qui vont être mis au chômage directement. Donc, avec cette situation, ça veut dire que vous avez les entrepreneurs ou les opérateurs, dans cette situation, ils sont en train de prendre la décision la moins mauvaise. Et prendre une décision la moins mauvaise, ça veut dire qu'on ne va pas aller vers l'investissement. Si on ne va pas aller vers l'investissement parce qu'on a peur, il y a toujours ce risque. Ça veut dire qu'il y aura des effets dans le temps. Et puis, lorsqu'il y a cette situation, ça veut dire que lorsqu'on revient aux ménages, les ménages, ils préfèrent ne pas consommer, faire beaucoup plus d'épargne. Ça veut dire qu'on va affecter le chiffre d'affaires des entreprises. Affecter le chiffre d'affaires, ça veut dire moins de bénéfices, moins de recettes, et par conséquent, il faudrait s'attendre à ce qu'il y aurait encore du chômage. Pourquoi? Parce que cette situation ne permet pas aux gens de prendre certaines décisions qui doivent être prises au jour le jour. Maintenant, revenons au secteur de l'État, qui est la locomotive. Maintenant, lorsque les agents de l'État, ils ont un peu, vis-à-vis de la situation, ils ont peur de faire des services faits sur des travaux qui ont été effectués, alors la situation, elle va devenir délétère avec les entreprises parce qu'il va y avoir des mises en demeure, chacun va jeter la responsabilité sur l'autre. Et puis, la solution, les banques, s'il faut aller aux banques, les banques vont un peu être pas souples en matière de crédit d'exploitation. Ça veut dire qu'on va mettre beaucoup d'entreprises dans des situations de trésorerie difficiles. Et la solution pour un gestionnaire, c'est la confrontation d'accords juridiques, mais c'est encore plus du chômage. Donc ça veut dire que sur le plan national, on est en train d'aller vers une situation où, on ne peut pas dire, peut-être sur le plan politique, il y a un cumul qu'on peut dire que c'est une crise, mais maintenant on est en train d'aller vers une crise, et ça veut dire lorsqu'on dit une crise économique, ça veut dire on ne va plus parler d'une croissance de 1%, mais on va parler de croissance négative. Ça, sur le plan national. On ne va pas pouvoir se permettre. Oui. Maintenant, sur le plan international, il ne faut pas encore oublier, puisque nos recettes dépendent beaucoup plus du pétrole, il ne faut pas oublier qu'il y a certaines alertes qu'il faut les regarder avec attention. La Fed, la Banque centrale américaine, qui prévoit un taux autour de 3%. Et vous savez, si on arrive à ce taux, heureusement que Jérôme Powell a annoncé récemment c'est-à-dire qu'ils sont un peu réticents vers ce taux de croissance, ce taux d'intérêt, parce que si on arrive à 3% ou à 2,75%, il faudrait s'attendre à ce que beaucoup de bourses vont décrocher. Et puis, maintenant, on a une autre alerte qui est les taux d'intérêt à court terme par rapport aux taux d'intérêt à long terme. Lorsqu'on se trouve dans cette situation où les taux d'intérêt à long terme devraient être supérieurs à court terme. Maintenant, ça fait 2 semaines où la situation s'est inversée. Ça veut dire que les banques à l'échelle internationale, ils travaillent à perte. Ça veut dire que c'est une deuxième alerte. La troisième alerte, nous avons des situations qui durent
Par exemple, le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis, c'était prévu en 3 mois, ça se règle, c'est plus une année. Et puis la Chine maintenant, ce n'est plus comme avant. Et donc, pour résumer, tout ça peut peser sur... Ça veut dire que si la situation dure, ça veut dire qu'on est, c'est-à-dire qu'on est nous-mêmes en train de façonner une crise. Alors, professeur Ben Abdallah. Oui. Pour parler un peu de l'ordre économique dans une vision peut-être sociopolitique, tout à l'heure, professeur Ben Mehoub parlait du temps économique qu'il faut différencier du temps politique. Exactement. Alors, la problématique de la transition considérée comme dangereuse pour l'économie, est-ce que vous y adhérez? Oui, alors là, c'est un point de vue que je ne partage pas tout à fait et je vais devoir porter un peu de contradiction à mon ami professeur Ben Mehoub. D'abord, je souhaiterais dire que pendant 50 ans, 60 ans, on n'a pas évalué en termes de temps les réalisations qui ont été faites par le mode de gouvernance. Je ne parlerai pas de pouvoir politique, je ne parlerai pas d'État, je ne parlerai pas de X et de Y. Je vais parler mode de gouvernance et professeur Ben Mehoub est le mieux indiqué en Algérie pour parler des institutions et de gouvernance, c'est le numéro 1. Mais même comme ça, j'ose quand même lui porter quelques petites contradictions. Le temps économique est très court. Il peut être anticipé dans le moyen terme. C'est un temps d'entreprise. Là, il s'agit du temps de la nation. Il ne s'agit pas du temps de l'entreprise. Il ne s'agit pas de l'investissement individuel. Il s'agit du devenir de la nation. Nous sommes dans une échéance de transformation. Et il a bien souligné qu'il est difficile, dans des périodes particulières, de faire la différence entre le politique et l'économique. Je suis complètement d'accord avec ce point de vue. Alors, la question que je me pose, bien sûr, l'idéal serait que les choses se passent comme le dit le professeur Ben Mehoub. Et qu'on soit intelligent, qu'on règle tout, et que l'investissement revienne à son mouvement naturel, entre guillemets. Le mouvement naturel de l'investissement en Algérie, c'est pas grand-chose, c'est les caisses de l'État. Bon, mais passons sur toutes ces choses-là. Mais bien sûr que l'idéal serait de faire les choses dans le court terme, effectivement, pour qu'à la crise politique ne s'ajoute pas, ne vienne pas se surajouter une crise économique, endémique, etc. Alors que la crise économique, elle est là, nous la traînons. Elle était tout simplement mais cachée, elle était voilée, etc. Il a suffi que un seul indice qui ne nous appartient pas, que nous ne commandons pas, qui est le prix du pétrole, pour qu'il soit le révélateur. C'est comme un révélateur de laboratoire. Vous le trempez dans un liquide, il va vous sortir toutes les couleurs. D'accord? Il a suffi tout simplement que le prix du pétrole recule pour que cette société apparaisse réellement telle qu'elle est. Alors, moi, ce que je vous propose, puisque le sujet de la discussion, c'est celui de la transition, et faisant en sorte, comme le disait le professeur Ben Mehoub, que les coûts de la transition soient les moindres possibles. C'est l'idéal, bien sûr. Mais il ne faudrait pas que ce soit un objectif en soi. Parce que nous risquons de reconduire un mode de gouvernance qui nous a mis dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. L'économie algérienne aujourd'hui, elle peut être décrite, et là je parle, j'espère que le professeur Ben Mehoub, je suis sûr qu'il partage nettement ce que je vais dire, c'est une économie qui n'a pas de résilience. C'est une économie qui est vulnérable. C'est une économie aujourd'hui qui est plus fragile, même si elle est plus riche. Si on va dans le détail, aujourd'hui, une économie qui s'enrichit, une économie qui se modernise, c'est une économie qui se transforme structurellement. Il le sait mieux que moi, nous avons travaillé sur des dossiers communs, etc. Aujourd'hui, notre économie s'est transformée structurellement par le bas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est plus vulnérable, elle est plus fragile, etc., etc. Ça, ce sont des coûts qu'on ne peut pas calculer par les chiffres, ni par la comptabilité, mais par les structures. Or, les structures n'ont pas de coûts.
n'ont pas de coût visible, calculable, etc. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une problématique de transformation, mais politique, espérant qu'elle ait des retombées, pour faire le lien entre l'économie et la politique, des retombées fondamentales sur l'économique et qui libère la croissance économique de l'ensemble des entraves qui ont fait aujourd'hui ce qu'elle est. Voilà, le problème, c'est celui-là. Donc, cette problématique de temps économique et de temps politique, le temps politique, c'est celui de la nation. Et il a bien dit qu'il y a un mismatching, qu'il y a une discordance, alors que le temps de l'investissement, c'est le temps de l'entreprise. C'est des choses totalement différentes. Pour simplifier, quel est le coût? Restons au niveau de la nation et discutons, s'il vous plaît. Mais pour simplifier, quel est le coût d'une interminable transition sur... mais ça, je ne le sais pas. Ça, je ne le sais pas. Est-ce qu'on peut le savoir? Non, on ne peut pas le savoir. Là, on ne peut pas le savoir. Le professeur Belmehoub, il a largement dit qu'on est dans l'incertitude. Encore que lui, il a pris un peu une position que moi, je ne prendrai pas. Si vous permettez. Mais je reconnais que je suis dans l'incertitude. Du Hirak, il peut en sortir le meilleur, comme il peut sortir le pire. Oui. Mais ça, moi, je ne peux pas le savoir. Ceci dit, peut-être que dans ce pays-là, nous ne sommes pas habitués au dialogue. Vous savez très bien que dans ce pays, nous avons toujours fonctionné à l'impératif. À la verticalité. C'est le seul mode de conjugaison que nous connaissions dans ce pays. De haut vers le bas. Du haut vers le bas. Aujourd'hui, on s'essaye au dialogue. Peut-être qu'il faudrait quand même être un peu généreux et donner juste un peu de temps aux gens pour qu'ils apprennent à dialoguer. Ni ceux qui sont en haut, ni ceux qui sont au bas. Mais personne ne sait dialoguer. Alors pourquoi on est si pressé? Ceci dit, il faudrait s'inquiéter, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais l'essentiel de ce que je voulais dire, il ne faudrait pas mais ramener la trajectoire historique d'une nation à la trajectoire d'une entreprise. Il y a quelqu'un, moi j'ai mauvaise mémoire, tu le sais, il y a quelqu'un au 19e siècle, c'est un Allemand, il disait la nation n'est pas un tailleur. D'accord, je ne me rappelle plus. C'est celui qui a travaillé sur le protectionnisme, mais je ne me rappelle plus de son nom. D'accord, donc je pense que ça, c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. Là, il s'agit, nous sommes dans une perspective historique, nous pouvons perdre, on peut perdre, je n'en sais rien. Je ne maîtrise pas tous les sujets, etc. Mais il faudrait, je pense, voir les choses telles qu'elles sont dans leurs grands enjeux. Allez-y, professeur Belmehoub. Oui, je réagis un peu. Tu as entièrement raison de dire les trois caractéristiques de l'économie algérienne: faible résilience, faible diversification et dépendance aux hydrocarbures. Ça, ce sont les vulnérabilités structurelles de l'économie algérienne. C'est celle-là qu'il faut corriger. Et malheureusement, sur les dernières années, nous avons aggravé cette situation par des politiques conjoncturelles. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, à court terme, ça c'est vraiment à court terme, dans 3 mois, dans 6 mois, l'économie algérienne sera confrontée à des problèmes très sérieux. C'est d'abord des problèmes de trésorerie. La planche à billets ne va pas attendre. Soit on continue à pomper encore sur la planche à billets et on aggrave la situation davantage, ou alors il faut rembourser. Le Trésor doit rembourser la Banque d'Algérie. C'est vrai qu'il a un délai de 5 ans, etc. Mais il va rembourser cet été l'emprunt obligataire à 3 ans. Il arrive à échéance en juillet prochain. Mais avec quoi il va le rembourser? C'est ça. Avec quoi? Oui, c'est la grande question de trésorerie aujourd'hui. C'est un endettement Ponzi. C'est un endettement Ponzi vers lequel il se dirige. Il va devoir s'endetter pour se désendetter. Il y a des obligations du Trésor qui arrivent à terme. Il faut trouver une solution pour rembourser à 3 ans, à 5 ans, dans 2 ans. Et cette question de la transition, qui est aujourd'hui dans le débat politique, ceux qui sont pour la transition, ceux qui sont contre. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat politique, mais sur le plan économique, vous savez comment on caractérise la situation de transition en économie? C'est des situations, comme disent les latinistes, sui generis. Oui, bien sûr. C'est une situation non achevée et elle n'a pas de rationalité.
On est sur l'ancienne rationalité, parce qu'un pied dans l'ancienne rationalité, un pied dans la nouvelle. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, la nouvelle, on ne la connaît pas. Bien sûr, on ne la connaît jamais. Dans une incertitude totale. Bien sûr, tout à fait. Et tout à l'heure, notre collègue parlait du risque. Et en économie, le risque a un coût. Ça, la grande question aujourd'hui, c'est le coût. Nous produisons des risques. Aujourd'hui, notre situation présente produit des risques. Et le propre d'une économie, une économie bien régulée, bien institutionnalisée, c'est lorsque ces institutions réduisent le risque pour permettre à l'investisseur de s'engager. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on produit plus de risques et l'investisseur, face à cette situation, a tendance... Mais est-ce qu'on peut concrètement supporter une transition et de combien de temps? Donc, il n'y a pas de délai. Si on place le curseur sur la nation et l'avenir de la nation, il faut qu'on mette de côté momentanément la notion de coût. Mais il faut qu'il y ait un débat national. Mais vous avez parlé de 6 mois. Merci, c'est exactement ça. Oui, j'ai parlé de 6 mois. De 6 mois avec des contraintes, avec des contraintes de, oui, mais 6 mois, ça c'est sur le plan politique pour régler les institutions, mais pas l'économique. L'économique, c'est un processus. Sur le plan économique, vous savez, plus la transition dure, plus le retour à l'appétence pour le risque, c'est-à-dire accepter le risque, prend plus de temps. Si on règle le problème politique dans 6 mois, les investisseurs vont avoir encore plus de temps pour revenir et investir. Parce que donc il faut régler le problème politique dans les plus brefs délais. Oui, ça, il faut le faire tout de suite. Mais attention, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le professeur Ben Abdallah, il s'agit d'une question de nation et non pas d'agent économique à la base. S'il faut prendre un peu plus de temps, il faut le faire, mais il faut l'expliquer, il faut communiquer, il faut avoir de la pédagogie pour qu'on partage le coût, pour que le tout coût soit partagé. Et c'est le face-à-face qui me fait peur, moi, parce qu'il n'y a pas suffisamment de communication sur ces questions. Maintenant, si on prend 6 mois pour sortir avec une bonne gouvernance... Mais les acteurs politiques aujourd'hui ne parlent pas d'économie, c'est un problème. Oui, mais sur le plan politique. Mais si on doit prendre le temps pour sortir avec une bonne gouvernance, la gouvernance va permettre de rattraper l'économique plus rapidement. Mais si on palabre sur le plan politique et on sort avec une reproduction du système à l'identique, ça c'est un risque aussi, il ne faut pas croire que c'est gagné. Si on reproduit le système à l'identique, l'économique va recevoir un coup très dur. Ça sera très difficile de rattraper l'économique. Donc c'est très lié. Maintenant, s'il faut prendre le temps, un peu plus que l'on faut, pour ne pas être expéditif, oui, mais il faut avoir suffisamment de clarté dans le projet pour que les Algériens comprennent, pour que les investisseurs comprennent, pour que les acteurs comprennent cette logique, s'investissent dans cette logique, mais laisser gérer l'Algérie tous les vendredis, ça je dis que c'est dangereux. Voilà. Bien sûr, on est d'accord. Ce n'est pas le vendredi qu'on gère l'Algérie. Le vendredi, nous avons des signaux. Il faut avoir la capacité de les interpréter et que les institutions traitent cette incertitude et la réduisent éventuellement si elles peuvent. Mais ce sont de nouvelles institutions dont on a besoin, surtout sur le plan économique. J'ai oublié d'ajouter quelque chose que le professeur Ben Abdallah peut-être n'a pas cité, mais qui est un problème sérieux. Avant le Hirak, le système productif algérien tournait à peine à 50% de ses capacités. Depuis très longtemps. C'était installé, oui. Depuis tout le temps. C'est un problème sérieux là. Il ne faut pas laisser ça comme ça. C'est un gaspillage de ressources. 50%. On tourne à 50-60% selon les secteurs et les filières. Deuxièmement, cette situation, une économie, c'est vrai qu'elle est émergente, mais elle n'est pas concurrentielle. Pas suffisamment concurrentielle. Nous avons des monopoles et des oligopoles dans toutes les filières. Il n'y a pas de plus anti-économique qu'un monopole ou un oligopole. Sauf dans certaines branches, on a besoin de l'oligopole, les télécoms, etc. etc. Mais l'économie doit être concurrentielle. Mais on n'a rien fait pendant ces dernières années pour la rendre plus concurrentielle. Et l'allocation des ressources devient optimale ou proche de l'optimum quand il y a la concurrence. Ça, c'est très important. Donc voilà, moi je pense qu'il faut régler la question politique pour mettre en place une gouvernance sérieuse. Et la gouvernance peut nous aider à aller plus vite. Oui, c'est-à-dire, moi je ne suis pas d'accord avec lorsqu'on veut faire, c'est-à-dire l'échelle des acteurs et l'échelle de la nation, parce que lorsqu'on parle de nation, d'abord il faut définir le terme nation.
Et nous avons deux définitions, une définition française qui vous définit la nation, une population, et puis c'est-à-dire tout ce qui est religion, tout ce qui est langue, etc. Et vous avez une autre définition allemande qui vous dit c'est un territoire, une population et le désir de vivre ensemble. Donc, et lorsqu'on se met dans ce niveau-là, c'est-à-dire vous avez l'échelle qui parle 100 ans, 200 ans, etc. Parce que si vous prenez les cartes, c'est-à-dire chaque 200, 300 ans, vous avez la nation qui change, qui évolue sur le plan cartographique, etc. Maintenant, à l'échelle nation, ça veut dire on parle des siècles. Et maintenant, en ce qui nous concerne, il s'agit d'un changement. Et si on prend les expériences des pays limitrophes, la Tunisie ou l'Égypte, etc., la transition, ça a pris 2 ou 3 ans à peu près. Hein. Donc, ça veut dire qu'en matière d'analyse, il faudrait au moins fixer le temps. Au moins fixer le temps. Donc, le temps, ça veut dire qu'on parle au court terme. Et lorsqu'on parle sur le court terme, quels sont les indicateurs qui nous intéressent par rapport à ces courts termes? Donc, ce qui nous intéresse, par exemple, la croissance économique, quelle est la richesse qui va être créée par rapport à ce contexte? Est-ce qu'on va créer encore plus de richesse ou on va absorber nos réserves? Est-ce que le taux de chômage va s'améliorer ou c'est-à-dire dans le sens contraire, etc., etc. Donc, par exemple, la valeur du dinar en matière de compétitivité, etc. Donc, tous ces facteurs-là, c'est-à-dire qui ont une répercussion directe sur les comportements de l'ensemble des agents, et avec ce comportement, on aura un résultat qui est escompté ou une vision auquel on peut... Mais comme mesure d'urgence, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, la mesure d'urgence, moi je rejoins ce qui a été dit, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à une solution politique pour que l'économie suive. Et une solution politique, ça veut dire soit c'est un dialogue, et puis maintenant, dialogue, moi, si vous permettez, moi j'ai dit dans une chaîne, par exemple, pour le dialogue ou pour une assemblée ou n'importe quoi, si on va faire un tirage au sort. Vous savez, on m'a lynché, hein, parce que les gens n'ont pas accepté le thème de tirage au sort. Et puis, je peux vous dire des exemples. Par exemple, la Grèce antique, par exemple. Dans la Grèce antique, alors, vous avez le Sénat, vous avez les juges, vous avez tout ce qui est... Donc, ça a été fait par le tirage au sort. Donc, la Grèce antique, je me rappelle, il y avait 1100 entre juges et sénateurs, etc. Donc, les 1100 étaient 500 et 600, donc ils étaient tirés au tirage au sort. Donc, l'essentiel, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à des étapes, et dans ces étapes, c'est-à-dire 1, 2 ou 3 étapes, et auxquelles le plus important, c'est quoi? C'est de se poser la bonne question. Si on pose la bonne question avec une hypothèse vraie, ça veut dire qu'on va passer à la deuxième étape, et je crois que ce n'est pas nécessaire à ce qu'il y aurait toute une armada de bureaucratie pour sortir de crise. Tout ça doit être fait dans les plus brefs délais. Moi, je pense, c'est-à-dire, si on se pose les bonnes questions, par exemple un référendum, si on pose la bonne question au bon moment, c'est-à-dire même pas 90 jours, elle peut nous suffire de sortir de crise. Maintenant, quels sont les outils à utiliser? Vous savez, avec les technologies de l'information, je pense que cette question, elle est dépassée. Allez-y, professeur Ben Abdallah. Oui. Alors, je vous ai posé une question. Alors, il vient de nous tendre... Mais combien de temps faut-il? Alors, pour résumer un peu notre débat, on a commencé donc par l'importance impérative de ne pas dissocier l'économique du politique. Non, vous avez mis, alors comme préalable, je pense, professeur Belmehoub, le règlement de la crise politique pour espérer un règlement de la crise économique. Exactement, je suis complètement d'accord. Ce règlement, bien sûr, nous espérons, mais tous, que cette crise politique se règle le plus vite pour libérer l'économique, pour libérer les potentiels de croissance, etc. Mais, il faut aller vers quel modèle? Moi, peut-être je vais mettre un peu la charrue avant les bœufs. Vous me provoquez, c'est très très bien. Donne-nous le modèle aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je recherche. Il y a, au risque d'être ringard, mais bien sûr, je ne voudrais pas être académique. Il s'agit d'un débat pour le bénéfice du plus grand nombre, etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui attend l'Algérie depuis les années 60 et 70. C'est passer d'un modèle rentier à un véritable modèle économique. D'accord?
Et toute transition économique, si véritablement on veut transiter vers une économie, au sens de la concurrence, au sens de l'efficacité, au sens de la productivité, au sens de la présence sur les marchés mondiaux, au sens de la récupération des parts de marché perdues, etc. Et il va falloir trouver la pédagogie nécessaire pour expliquer à ceux qui gouvernent, d'accord, s'ils veulent comprendre, hein, d'accord, et à ceux qui sont gouvernés, d'accord, mais pour leur dire qu'il n'y a pas un autre chemin pour devenir émergent un jour qu'une remise globale au travail. Cela veut dire qu'on est capable d'expliquer que jusqu'à maintenant, nous avons vécu sous la magie, grâce à la magie de la rente pétrolière. On lit les rapports internationaux. L'IDH, par exemple, l'IDH, qui est un indice qui synthétise un peu le bien-être de la nation et le bien-être des individus. Mieux que le PIB. Voilà, n'a absolument rien à voir avec les critères d'efficacité. Et professeur Belmehoub, et là je parle sous son contrôle, d'accord, il va falloir que les choses deviennent cohérentes entre elles. C'est-à-dire que les gouvernements successifs ont géré sans difficulté, en même temps la sphère sociale et la sphère économique. Alors que dans des pays où il y a de la concurrence, où on vise l'efficacité, etc., ces deux sphères sont difficiles à gérer en même temps, etc. Le meilleur exemple, c'est la tripartite. La tripartite, c'était une réunion entre frères. Elle était fraternelle. C'était une réunion où on redistribuait les avantages, où on redistribuait la rente pétrolière. Alors que dans les pays où c'est l'efficacité, où c'est l'économique, au sens propre du terme, qui guide les débats, etc., c'est des réunions qui ont du mal à ne pas tourner à la violence. Parce qu'il s'agit de se partager l'effort avant de se partager les fruits. Dans ce pays, on se partage les fruits avant l'effort. D'accord, c'est un mot que je ne voudrais pas, qui a été produit par la presse, etc. Je m'excuse du mot pour ceux qui nous écoutent, etc. C'est carrément contre nature. Il y a même des gens qui ont employé le mot incestueux. Ah, d'accord. Mais comment réunir un gouvernement, un patronat et un syndicat et ils s'embrassent etc. Dans un truc d'allégeance, etc. Ça ne se passe pas comme ça. L'économie, c'est quelque chose de violent. Le maître de l'économie, nous le savons, il a dit que sa discipline était lugubre. Ah, d'accord, je ne voudrais pas citer son nom pour ne pas paraître comme un enseignant, mais c'est ça. Il va falloir revenir à cette réalité. Et la pédagogie pour que cette réalité soit comprise par la population, ça demande tout simplement un mode opératoire. Le mode opératoire, c'est quoi? C'est ça, c'est des questions concrètes. Si vous continuez à faire loger le personnel politique dans les résidences d'État, etc., et afficher un mode de vie tel qu'ils le font, etc., le peuple ne vous suivra pas. Il faut partager les coûts de la transition. C'est celui-là. Professeur Youssef Abdellah, je vous remercie parce que le temps qui nous est imparti, malheureusement, arrive à sa fin. On s'excuse. C'est moi qui vous remercie, c'est court. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie. Merci à vous également, professeur Mohamed Cherif Belmehoub, donc professeur d'économie. Merci à vous également. Docteur Mohamed Hamidouche, enseignant en économie. Merci à vous également, madame, monsieur, de nous avoir suivis. On espère vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau débat de questions d'actu. Vous dire au revoir et bonne soirée.